Salut tout le monde, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Hoop Culture. Allez, je vous donne un petit peu l'envers des coulisses. On est en train de finir de boucler le MOOC numéro 16. Vous avez dû voir ça passer sur les réseaux sociaux ou autres. Vous savez maintenant qu'on a fait un numéro spécial Miami. Donc je vous avoue que j'ai encore des petits yeux, des longues journées, etc. Donc on s'est dit avec Pierre Armand qu'on allait faire un numéro freestyle. C'est Pierre Armand qui est aux commandes, c'est lui qui pilote tout. Je vais lui passer la parole, il va lancer les sujets comme il fait chaque semaine à merveille. Ça, c'est la grande chance quand tu peux compter sur quelqu'un d'aussi sûr et pertinent que Pierre Armand. C'est-à-dire que j'ai juste à... Je débarque comme vous, en fait. J'arrive en me roulant les pouces et j'ai juste à suivre ce que mon pote va me dire. Comment ça va, Pierre Armand? Eh ben, écoute, ça va bien. On a démarré on s'est connectés tous les deux et tu m'as dit, bon, je vais pas te mentir. La phrase fatidique. La phrase fatidique, je vais pas te mentir. J'ai même pas eu le temps de mettre un sweat. Je suis encore en pige. Ce qui serait intéressant, c'est qu'un jour tu te lèves pour qu'on voit qu'en dessous tu es encore en caleçon en train de te gratter les yogolos tranquillement. Ah bah, depuis Euh, le Covid, j'ai pas bougé, moi. Donc voilà, bah écoute, on va se faire une petite émission freestyle, on va se lancer sur deux, trois petits topics. De toute façon, il y a toujours de quoi dire. Et puis, personne ne peut t'en vouloir parce que ce MOOC Miami va être absolument magnifique comme toujours. Et vous allez voir, ça va valoir plus que le coup. Donc, commencez à préparer les pépettes, à faire chauffer votre petit doigt pour un petit clic gauche, commander et puis reclic gauche, valider mon panier pour commander ce MOOC. Parce que comme toujours, ce sera top à lire avec les beaux jours qui arrivent. Voilà. Là, les journées vont se rallonger, donc ça vous laissera encore plus de temps pour découvrir ça. Je tiens à préciser que je suis pas en pyjama, j'ai un magnifique t-shirt Sixers que j'adore, parce que souvent, je sais pas pourquoi, mais je passe pour un anti-Philadelphie dans les CQFR notamment, alors que j'ai eu il y avait plusieurs équipes des Sixers que j'ai beaucoup aimé, j'adore ce t-shirt. Bon, ils vont pas être champions cette année, hein, je vous spoil rien, c'est pas prévu à court terme. Mais voilà, je voulais un petit peu qu'on remette un peu de respect sur le nom de mon t-shirt. Est-ce qu'il y a une équipe, Théo, où vraiment tu peux pas? C'est-à-dire, alors, tu vois, moi, je viens d'un endroit. Je viens du sud et par tous les chemins, on ne va pas à Paris, crois-moi. Donc moi, j'ai pas de souci avec ça, mais je viens d'une ville où il y a des choses, c'est pas possible. Voilà. Est-ce que toi, il y a un club vraiment Alors, on va parler basket au départ. S'il y a un club en NBA où vraiment, même s'il y a Jimmy Butler qui y va, tu dis, nah, je peux pas. Écoute, franchement, je pense pas au bout du compte. Parce qu'il y a des équipes qui m'ont jamais passionné, mais je donne deux exemples. Par exemple, les Bucks ont quasiment tout le temps été soit nuls, soit insipides, à part une mini fenêtre où vous avez un Big Three avec Ray Allen, Glenn Robinson, Tim Thomas et Sam Cassell. Mais je me suis jamais dit que je kifferais les Bucks. Et voilà, la saison où Milwaukee est champion avec Giannis, et globalement, depuis l'avènement de Giannis, c'est une équipe que je prends plus ou moins plaisir à voir jouer. En tout cas, j'ai pas une aversion au fait de les voir jouer. Donc c'est vraiment, moi je reste vraiment sur les groupes. Quels sont les joueurs en fait qui composent ces équipes, quel est le style de jeu. Moi, c'est vraiment ça qui va faire que je peux ou que je peux pas. Par exemple, autre exemple, j'ai adoré les Rockets avec Hakeem Olajuwon, Robert Torrey, Sam Cassell à nouveau, etc. Et par contre, les Rockets version James Harden, je pouvais pas. Donc c'est vraiment en fonction du style de jeu spécifique. Après, il y a des maillots, voilà, des mecs que tu as plus ou moins envie de voir avec tel ou tel maillot. Je vous cache pas que, par exemple, les Pacers, c'est pareil, ça m'a pas passionné, mais l'année où ils vont challenger le hit, je les ai trouvés super avec Paul George, etc. Donc non, moi, je pense pas avoir vraiment d'équipe comme ça, Oni, comme ça peut être pour le PSG, je pense, dans tes contrées. Non, oui, oui, non, non, moi c'est pareil. J'ai pas un réflexe de supporter en NBA. Je peux préférer certaines équipes, mais du coup, j'ai pas de club Oni. Alors, tu as des clubs que tu détestes parce que, en effet, tu as raison, l'effectif te plaît pas, ou parce que certains joueurs te plaisent pas, ou parce que certains comportements t'ont pas plu. Euh, voilà, tu as des joueurs où tu te dis, ou des clubs tellement mal montés, où tu te dis chaque année, bon, bah, c'est un peu bien fait pour leur gueule, ou quoi que ce soit. Je ne pense pas du tout au club que tu portes en ce moment sur ton torse musclé. Mais voilà, donc c'est sûr que là,
D'ailleurs, j'espère que tu as vu passer cette news comme quoi, bon, Paul Pierce, tu vois, c'est lapsus. Paul George a donc stoppé sa saison 2 mois après avoir décidé qu'il arrêtait son podcast. Promets-moi que tu n'arrêteras pas notre podcast. Ça signifierait fin de saison et sale blessure dans quelques semaines. Ceci dit, ton lapsus, Paul Pierce, ça a pesé à peu près autant sur les résultats des Sixers que Paul George cette année. Donc tu vois, tu tombais pas si loin, quoi. Ouais, Paul Pierce pèse très lourd, quoi qu'il arrive, surtout en ce moment. Donc, il y a pas d'histoire là-dessus. On en a parlé la semaine dernière brièvement, la perte d'Oliver Miller, mort très jeune, Oliver Miller. J'aimerais savoir quel est, parce que c'est vraiment un des joueurs que j'aurais cité moi, pratiquement en premier, un joueur comme ça qui n'a eu aucun impact dans la NBA, mais qui pour toi signifie quelque chose et te rappelle vraiment de super souvenirs. Quels seraient les autres joueurs comme ça qui te rappellent des nuits, des nuits blanches et quand on les voyait, on avait l'impression que c'était des grands joueurs, alors que des années plus tard, en se spécialisant un peu et en voyant d'autres choses, on se rend compte que finalement, non pas qu'ils ne méritaient pas leur place, mais que l'impact, en effet, était beaucoup plus limité que ce qu'on pensait. Quels seraient les autres joueurs pour toi auxquels tu penserais? Mais c'est une excellente question et le cas d'Oliver Miller est vraiment particulier parce que on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Bon, moi j'étais quand même fan des Bulls durant les runs de Jordan, etc. Mais les Suns, ces Suns-là spécifiquement, c'est la seule équipe où j'étais très partagé en fait. Et bien sûr, j'étais ravi, voilà, j'étais quand même plus pour Chicago, mais j'adorais cette équipe avec ses personnages hauts en couleur ou complètement atypiques. Oliver Miller en faisait partie, hein. C'était quand même, pour les plus jeunes qui ne verraient pas de qui il s'agit, ça reste à ce jour le joueur le plus lourd qui ait joué en NBA, mais avec des mains de dentelière incroyables. Et le premier joueur qui me vient à l'esprit pour répondre à ta question, c'est son coéquipier d'alors, Richard Dumas, que j'ai adoré, qui fait des playoffs incroyables, des finales folles où tu le vois tenir la dragée haute à Scottie Pippen et compagnie. Malheureusement, avec des problèmes voilà, d'addiction dramatiques qui ont complètement ruiné sa carrière et sa vie. Mais c'est le premier qui m'est venu en tête, tu vois. Et après, c'est des joueurs comme Derek Anderson, que j'ai adoré, moi, notamment son court passage aux Spurs, où je pensais que c'était la pièce manquante pour que San Antonio voilà, reparte chercher des titres. Finalement, après, il était avec cette équipe des Blazers qui était très sympa. Je pense que c'est les deux premiers joueurs, tu vois, qui me viennent instinctivement en tête. Oui, c'est des joueurs après qu'on a vus parce on a vu, revu et re-revu, on ponçait les cassettes. Dans les finales de Jordan, il y en avait des joueurs dispensables, on va dire. Les Greg Ostertag, les Frank Brikowski, tu vois, tous ces gars-là. C'est juste qu'on les voyait pendant 6 matchs sur le terrain, alors qu'on n'aurait jamais regardé ni le Jazz, ni peut-être les Sonics. À l'époque, on les voyait pas trop. C'est vrai, moi je pensais à un joueur comme Hubert Davis, tu vois, que j'ai revu. Alors pourquoi je te parle de lui? Parce que je l'ai revu récemment donc, avec UNC. Et on a l'impression que Hubert Davis est âgé, donc c'est l'âge de Greg Popovich plus Rick Pitino plus Steve Kerr. Voilà. Steve Kerr, que je pense que tu as vu dans Court of Gold, fait plus âgé déjà que Greg Popovich. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé dans l'été, mais il a pris très très cher, Steve Kerr. Tu sais, c'est comme ces montages où tu voyais Obama au début de son premier run et puis à la fin, c'est les années avec Draymond Green, elles comptent double. Je pense que ça a un impact sur le système nerveux qui est assez lourd. le pouvoir épuise. Après, faut pas oublier qu'il avait fallu faire d'énormes joutes avec Patrick Beverley, qui avait dit que les prochaines années étaient les siennes. Donc, il avait fallu museler Patrick Beverley. Donc, ça n'avait pas été facile, cette histoire pour Steve Kerr. Donc, j'imagine que les nuits avaient été courtes. Théo, il y a quelque chose dans l'actualité dont on a beaucoup parlé cette semaine. Donc, vous nous voyez dimanche, mais vous le savez qu'on enregistre un petit peu plus tôt dans la semaine. C'était les 5 ans du confinement, du moment où on a fermé, on a tout fermé, on s'est retrouvé chez nous. On a revu ces images de la France à l'arrêt, de la vie à l'arrêt. Sans rentrer dans ta vie personnelle, de savoir comment tu as vécu ce confinement, mais est-ce que déjà ça te paraît
beaucoup plus loin que 5 ans? C'est la première question que je voulais te poser. Et au niveau de ta vie professionnelle, c'est-à-dire au niveau de la couverture basket et de ce que ça a pu engendrer, quels sont tes souvenirs justement de ce confinement? Alors mes souvenirs sont assez partagés, effectivement, j'ai l'impression que c'était il y a un siècle et puis en même temps que c'était avant-hier, donc c'est très bizarre ce sentiment. D'un point de vue professionnel, bon bah finalement, le plus compliqué pour nous, euh, ça n'a pas tant été le travail en lui-même, c'est comme pour la plupart des gens, c'est de se retrouver chez soi, non-stop, et puis bah, moi, pour qu'il y ait des enfants, à devoir gérer l'école à la maison, s'occuper des enfants de manière à ce qu'ils ne se tapent pas dessus ou qu'ils te tapent pas trop sur les nerfs, essayer de ménager des temps où tu peux te ressourcer. En fait, ça, c'était très compliqué. En gros, voilà, c'est une période où on a beaucoup bossé. Moi, j'ai beaucoup bossé le soir, comme plein de gens, voilà, qui bossent de chez eux. Euh, Par contre, d'un point de vue professionnel, j'en garde aussi un assez bon souvenir, étonnamment, parce que nous, ça nous a permis au sein des éditions Ivers, comme vous le savez, on est une petite équipe, d'en profiter justement pour se faire des points. Enfin, vous le savez peut-être pas, mais à l'époque, on était déjà, on avait déjà plus de locaux dans lesquels on pouvait se croiser tous les jours, donc on était déjà sur du télétravail, et on a pu se tenir pendant ce confinement à des réunions régulière où on parlait de ce qu'on voulait faire vraiment avec, que ça soit avec le MOOC, que ça soit avec Basket Session, avec d'autres projets qu'on pouvait avoir, de se recentrer un petit peu sur ce qui faisait notre particularité, ce qu'on avait envie de faire. Et je pense que ça nous a été très profitable en fait, parce que le problème de toute activité, c'est que quand tu as la tête dans le guidon, parfois tu te poses plus la question de savoir pourquoi tu fais les choses, tu fais les choses. Et nous, on a pu se reposer toutes ces questions, et ça a été assez ressourçant pour nous de ce point de vue-là. Ouais, j'imagine, ouais, ouais, mais je me rappelle plus, on en était à quel numéro du MOOC à cette époque-là? Excellente question. On devait en être au numéro. Attends, je dis pas de bêtises. On devait être au niveau du numéro 4, je pense. Hmm. Un truc comme ça. 4, parce que je me rappelle très bien que le numéro 5 sur Kobe, on l'a fait vraiment en plein confinement. Ça, je m'en rappelle clairement. Donc, on était dans ces eaux-là, quoi. Ouais, d'accord. D'accord, Ouais, je me je rappelle pense plus que. sur la timeline où on en était à peu près. Ouais, ouais, c'est dur de s'y retrouver. Et toi, Pierre Armand, comment t'as vécu Bah, cette période-là? moi, j'avais trouvé ça à la fois terrifiant et curieusement, je trouvais ça passionnant parce que tous les jours, même si on avait l'impression qu'il se passait rien, et il se passait pas grand-chose, mais il se passait tant de trucs, quoi. La manière dont on se réinventait au quotidien pour s'occuper, ou, alors, moi, je me rappelle, je suis en centre-ville d'une grande agglomération, et où, en fait, tu redécouvrais, je suis à côté d'un grand, grand parc, et où tu entendais des bruits que tu n'entendais plus, des choses que je trouvais incroyables, et surtout la manière de professionnellement se réinventer. Moi, à l'époque, je faisais pas mal de vidéos pour un magasin à Marseille qui s'appelle Corner Street, d'ailleurs, je les salue, sur l'actualité sneakers. Du coup, on faisait ça autrement. On s'envoyait plein de vidéos pour faire des montages, des challenges, de machins, de bidules. Tu faisais du sport autrement. Euh, et puis, euh, et puis au niveau basket, la fermeture en fait globale de la ligue, moi, m'avait permis peut-être de me replonger dans certaines archives, rattraper peut-être du retard ou revoir certaines choses. On a été tenu en haleine, il faut être très honnête, par The Last Dance qui nous a laissé dedans puisqu'on avait 2 épisodes par semaine et c'était plutôt pas mal. Ouais, et puis moi, mes meilleurs professionnellement souvenir du confinement, on va dire, c'est que j'avais vu The Last Dance et puis je me suis dit, putain, j'aurais bien fait un bon article basket là-dessus. Et j'avais envoyé un message à Théophile Omesser de la rédaction Rivers. Et en fait, parce qu'on avait plus de temps et on s'était contacté comme ça. Ouais, Et ouais, tu ça faisais avait un, démarré pendant le Tu faisais un confinement. récap épisode après épisode des baskets qu'on pouvait voir dans chaque épisode, Ouais, si je me ouais. trompe pas. Ouais. En le recontextualisant dans l'épisode, année par année, de toutes les chaussures qu'on voyait. Alors, c'était pas forcément celle de Jordan, mais aussi celle de Stockton, de Barclay et tout. Donc, bah, c'est encore dispo, hein. Vous tapez Recap The Last Dance sur Basket Session. Ouais, ça m'avait pris pas mal de temps, mais c'était trop intéressant parce que je m'étais replongé dans des archives, à chercher des photos et on pouvait pas se voir, mais il y avait plein de gars. Je prenais des captures d'écran et j'envoyais ça à des types qui sont sur Marseille. Et il y a 2 gars
que j'embrasse très fort du magasin Maison Mère, notamment Cyril, qui est spécialiste des Nike des années, début des années 80, notamment en tennis, etc. Et on voyait pas mal de joueurs porter, notamment Jordan, une fois, porter une paire que j'avais jamais vue, donc j'avais prise en photo, il l'avait cherché partout dans les vieux catalogues pour me renseigner là-dessus. C'était un travail. Et justement, c'est ce que je te disais, on avait même fait de la radio. On continuait de faire Hangtime, mais on le faisait en direct. On faisait des lives Insta où on jouait la musique à tout berzingue en direct. Bon, après, au bout d'une semaine, on se faisait attraper par l'algorithme, donc on essayait de jouer des trucs totalement obscurs. Et on faisait ça en direct. Et c'était finalement cette manière de refaire les choses nous a permis soit de changer de braquet. Alors, je parle sur les médias comme on faisait, ou de se dire que c'était pas mal de se donner de nouvelles idées ou de se dire finalement on est bien mieux dans un studio, on est bien mieux comme ça. Mais voilà, on a vu apparaître peut-être des dizaines de podcasts, de choses qui ont été passionnantes. Donc à refaire, pas sûr, hein, Non, mais c'est ça. à refaire, pas sûr, mais il en est sorti quand même, outre le côté humain, hein, bien sûr, au niveau professionnel, il en était ressorti quand même pas mal de choses. Sur le côté humain, tu vois même, il y avait une espèce de... Enfin, moi, j'avais ressenti, du moins c'est mon souvenir, hein, c'est peut-être que je le romance un petit peu, mais il y avait aussi... J'avais retrouvé une espèce d'humanité, comment dire, de sentiment de faire front ensemble à quelque chose que j'avais trouvé vraiment intéressant. Ma grande peur, c'était qu'on l'oublie aussi vite que ça se terminerait. C'est exactement ce qui s'est passé, hein, parce on a déjà presque oublié, mais à l'époque, on se disait, bon, bah, on pourra... Enfin, on se disait, non, mais on pouvait se dire qu'on trouverait pas que le monde d'après, c'était l'occasion justement d'en faire quelque chose de différent, quelque chose de mieux. Manifestement, ça n'a pas été le cas. C'est aussi un grand regret là-dessus, c'est que chacun après repart dans sa vie, repart de son côté, et puis finalement, il n'y a pas eu de si grands apprentissages, j'ai l'impression, de ce qu'on a vécu à ce moment-là, d'un point de vue social ou sociétal même. Et bon, ça, c'est quand même assez décevant, je pense, avec le recul. Oui, surtout qu'on s'était finalement rendu compte qu'un autre modèle était possible. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a des choses qui nous ont manqué, bien Mm. évidemment, de se voir, d'aller manger dehors, d'aller au cinéma, d'aller voir un concert, de faire tout ce qu'on avait l'habitude de faire. Et que finalement, on pouvait le faire autrement. Moi, ce qui m'avait tué, c'est de voir la manière dont on voyait en 2 mois la nature reprendre ses droits et se régénérer, et qu'on on se rendait compte du coup, merde, on peut y arriver, c'est si facile que ça. Et que finalement, le lendemain, vas-y. Les gens, ils me remettaient des coups de pied dans les pigeons et, et- et ils étaient allés piétiner toute l'herbe qui avait pu repousser partout. Donc, ça, on peut rien faire. Mais alors qu'il y a des choses qui sont restées, tu vois. Euh, on voit dans certains comportements, les gens, même aujourd'hui, moi je vois, les gens ont moins tendance à se serrer la main, Ah à bah se, c'est clair. moi qui reçois du public la journée, souvent dans Mm. mon métier, les gens se serrent moins la main ou se font moins la bise, ou il y a des comportements comme ça, tu vois, qui ont tenu dans l'approche sociale. Mais voilà, bon, on peut en Ouais. parler pendant des heures et des heures, mais c'était la première fois, c'est vrai, qu'on partageait mondialement la même expérience, je pense. Tout le monde Mm. en même temps était enfermé chez soi, donc c'était quand même vertigineux de se dire d'avoir participé à ça. Ouais. Et l'autre truc, mais là aussi, malheureusement, c'est retombé, hein, et ça, c'était quasiment sûr, c'est qu'on a pu se rendre compte aussi de qui faisait des métiers qui étaient vraiment essentiels à la société, à la communauté. C'est souvent des métiers qui sont mal vus, mal payés, mal considérés. Malheureusement, là aussi, ça a été une parenthèse enchantée. Ça a pas duré longtemps, mais ne serait-ce que, tu vois, par exemple, certains, je pense, ont pu se rendre compte que bah, être enseignant, c'est pas si simple que ça. Après avoir entendu pendant des années, mais moi, je le fais quand je veux, ils savent pas tenir une classe. T'as juste ton gamin, t'essaies de lui faire des maths de niveau école primaire, tu vois que c'était pas si simple. Mais voilà, ça aussi, ça a été vite oublié, que ça soit bah, les corps médicaux, que ça soit bah, ceux qui s'occupent de gérer les ordures dans les communes. Ça a été un... On a pu se rendre compte à quel point finalement ces métiers-là sont essentiels à la société, tout simplement. Et finalement, ça a mis en avant beaucoup de métiers et créé de métiers non essentiels sur, C'est ça. sur certains réseaux sociaux que de gens ne sont pas essentiels non plus. Par contre, on a vu
Et là, je m'en étais pas rendu compte. C'est un gars qui a mis ça et j'ai trouvé, je voulais en parler avec toi justement. Ça a été la disparition des costumes des coachs NBA. C'est vrai ça. Et c'est vrai parce qu'en effet, il y avait une explication où on disait que les équipes jouaient dans des salles vides, donc les entraîneurs restaient habillés comme ils sortaient du vestiaire, et que c'est resté finalement, et qu'on ne voit plus aujourd'hui d'entraîneurs en costume. Alors ils ne sont pas fagotés pour autant, mais ils sont comme les entraîneurs, même les entraîneurs de foot sont mieux sapés aujourd'hui, c'est pour dire. Mais ce code vestimentaire-là, il est loin le Pat Riley, Chuck Daly et Jeff Van Gundy accroché à la jambe de The Morning en costume Armani. Mais c'est vrai que j'y avais pas pensé, j'avais pas fait le rapprochement. Et aujourd'hui, je vois pas qui est le coach le mieux sapé. Même Greg Popovich maintenant est totalement aux couleurs de son club. Ils ont tous le sweat de leur club, ce qui est finalement pas plus mal. Hein. JJ Redick le porte très bien. Je pense que c'est plus confortable pour coacher pendant 3 heures dans une salle pleine. Enfin, tu vas être plus à l'aise dans tes mouvements. Puis moi, j'aime bien quand même ce côté aussi un peu, finalement, où chacun peut se mettre comme il veut. Il y a une espèce aussi, finalement, tu as l'impression que les coaching staff ont un uniforme aussi d'une certaine manière, parce que c'est assez, voilà, c'est uniforme, oui, ils s'habillent de manière uniforme. Donc ça, je trouve que il y a une démarcation entre les coachs et les joueurs qui est moins marquée que quand ils étaient en costume cravate. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Ouais. Oui, mais c'est surtout que maintenant, quand ils sont tous assis, tu les distingues plus. Oui. C'est-à-dire que tu n'arrives plus à savoir qui est vraiment head coach, quoi que ce soit. Donc, c'est pas grave. Mais cela dit, il me semblait que, par exemple, à l'époque enfin, même dans les années 90, même début des années 2000, même les assistants coachs étaient très bien habillés. Hein. Il me semblait que Tex Winter et toute la bande de Phil Jackson étaient en costard. Vraiment, le coaching staff le plus proche était bien sapé. Théo, j'en ai marre. J'en ai marre de la MVP race. J'en ai marre. Ah bon? J'en ai ras-le-bol des dizaines de podcasts de cette semaine. Alors après, les matchs de cette semaine, est-ce que c'est Jokic ou est-ce que c'est SGA? J'en ai marre. Voilà, donc vivement que la saison se termine pour qu'on puisse clore ce débat. Ras-le-bol, mais je te pose la question quand même. Comme t'en as marre, tu poses la question, tu poses le débat. Comme j'en ai marre, on va en parler une bonne fois pour toutes. Pour toi, est-ce que le MVP, c'est Bronny James ou Dalton Connect? J'étais tellement pas prêt pour ça. J'étais pas du tout prêt. Tu veux dire, du coup, tu veux que je te donne une vraie réponse sur ouais, je veux avoir Dalton Connect? Non, je veux avoir ton vrai avis sur ce qui se passe et ton avis, parce que je sais combien ton amour inconditionnel pour les pivots avec des skills, et je veux ton avis sur cette année. Enfin, je veux ton avis honnête. Mais c'est vraiment une question, qui est complexe, hein, mais en fait, il faut se poser ce qui m'intéresse, c'est qu'on se pose la question jusqu'au bout. Donc effectivement, la première chose, c'est qu'elle est super, cette course, malgré tout, qu'on s'y intéresse ou pas, parce qu'il y a 2 joueurs qui font des saisons folles. T'as Shai Gilgeous-Alexander qui réalise peut-être l'une des plus incroyables saisons pour un arrière de tous les temps, voilà, all time, sur les stats, sur les performances de son équipe. Il fait une saison complètement dingue. Et de l'autre côté, tu as un joueur en Nikola Jokic qui réalise l'une des saisons les plus dingues tout court, en fait. Et il y a voilà. C'est cette question-là. Si Shai Gilgeous-Alexander est MVP à la fin de l'année, vous ne me verrez pas en train de brûler des drapeaux ou de casser des poubelles ou l'inverse en disant que c'est une honte. Bien sûr qu'il mérite, potentiellement d'être élu MVP. Et malgré tout, moi, si j'avais un vote ou si je devais donner mon avis, en fait, je pense malgré tout que ce que réalise Jokic est encore plus dingue peut-être. Alors c'est peut-être pas de beaucoup, mais ça l'est malgré tout, parce que sa saison, elle est folle statistiquement, elle est folle historiquement. Il a été 3 fois MVP, mais il se trouve qu'il réalise la meilleure saison de sa carrière. Donc finalement, est-ce qu'il faut tout le temps rappeler, oui, mais il a déjà été 3 fois MVP? C'est ça, moi, souvent, qui me gêne le plus. C'est ce côté où on va rajouter des arguments qui n'en sont pas, en fait. Soit on est là vraiment pour juger qui réalise la meilleure saison. Et encore une fois, dans cette discussion, Shai Gilgeous-Alexander a bien entendu sa place et bien entendu des arguments à faire valoir. Mais j'ai le sentiment qu'on se dirige quand même vers une victoire de SGA avant tout, quelque part,
pour le dissocier de Jokic parce que Jokic l'a déjà eu et que quelque part on se dit que ça suffit. Et j'avais déjà eu ce sentiment l'année où Joel Embiid a été MVP, je le répète, c'était mérité. Il a fait une saison qui lui permettait d'être MVP, mais j'ai l'impression que ce qu'il a séparé de Jokic à ce moment-là, c'est qu'on voulait pas dire bah non, on va pas le donner une troisième fois de suite à Nikola Jokic qui n'avait pas encore gagné de titre NBA à cette époque-là, parce que sinon ça veut dire qu'on le met au même niveau que Will Chamberlain et au même niveau que Larry Bird. Et en fait, bah, tu dis, mais c'est pas ça la question. En fait, là, on est en train de juger la saison en cours simplement. Donc c'est ça qui me gêne un petit peu. Enfin, qui me gêne. On verra, hein. Peut-être que Jokic sera élu MVP, peut-être que la fin de saison permettra à SGA de se démarquer une bonne fois pour toutes de Nikola Jokic. Ça, je dis pas que c'est impossible, mais voilà un petit peu où j'en suis, moi, de cette question. Quand tu fais une saison complètement historique, à tout point de vue, que tu vas être le premier pivot à finir en triple-double de l'histoire, tu sais, entre Wilt, Oscar Robertson, Russell Westbrook, Bird, Magic et LeBron James, combien de ces trois joueurs ont fini dans le top 3 de la saison au point, rebond et passe? Allez, je tente aucun au bluff, Aucun. c'est ça. Aucun. Ouais. Aucun. Donc quand on dit aujourd'hui, ah mais Jokic, faut pas, ça voudrait dire qu'on le mettrait au même niveau que Wilt et Larry Bird. Mais évidemment. Mais évidemment qu'aujourd'hui, on n'a pas le recul, mais il est au même niveau que Will Chamberlain et Larry Bird. Moi, pour moi, il laissera une trace. Il n'est pas américain, certes, c'est une autre époque, mais enfin, la trace laissée par Nikola Jokic est complètement ahurissante. Et moi, pour moi, tu as posé la vraie question. S'il ne l'avait pas eu, Jokic, jamais, la question ne se poserait même pas. Je ne sais même pas s'il ne serait pas unanime, tu vois, cette année. C'est-à-dire tellement... c'est fou parce que le bilan de Denver n'est pas mauvais. Il porte son équipe comme personne. SGA aussi. Quel joueur incroyable. Mais voilà. Moi, on est sur le côté most valuable pour une équipe. Ça, j'entends. Mais quand tu fais une saison historique à tout point de vue, parce qu'elle n'est pas historique juste parce que c'est le premier joueur de l'histoire à avoir mis... 5 contre, 10 contre pendant plus de 3 matchs. Non, on n'en est pas là. On est sur une saison sur 82 matchs. Pour moi, il n'y a pas photo. Et en termes d'efficiency, honnêtement, moi, enfin, c'est une question qui va se poser, c'est de savoir où tu situes Jokic parmi les meilleurs attaquants. J'ai pas dit scoreur, j'ai bien dit attaquant de tous les temps, parce que c'est du délire en fait. Quand tu prends lui son efficacité à 3 points, le fait qu'il soit indéfendable comme au poste, le fait et que tu rajoutes à ça tout le playmaking, donc toutes ses passes décisives et que tu rajoutes à ça bah, finalement les espaces qu'il va ouvrir parce qu'il monopolise tellement l'attention de la défense qu'il y a tout un tas de points qui sont générés pour son équipe sans même qu'il ait besoin de toucher un ballon parfois. C'est terrifiant. Je trouve ça dingue. À ce sujet, j'ai entendu, tu sais, Richard Jefferson a parfois tendance à me fatiguer un petit peu en tant que consultant, mais je l'ai entendu dans une petite vidéo souligner un élément que je connaissais pas du tout de la part dans le jeu de Jokic. Je savais qu'il était passionné de bourrin et de trollet. Je suis nul en PMU, hein, me jetez pas des pierres. J'y connais, je sais pas comment ça s'appelle précisément. Bref, il aime les courses hippiques. Je sais pas qu'il avait joué au water polo par contre. Et Richard Jefferson faisait une corrélation entre tous ces petits mouvements que Jokic sait faire à une main, là, que ce soit ses rebonds offensifs qui se donnent pour lui-même ou la manière dont il tient le ballon dans une main en contrôlant le défenseur et il trouve des angles de passe assez fous. Et pour une fois, j'ai trouvé que c'était hyper pertinent de la part de Richard Jefferson de pointer ça parce qu'effectivement, tu as l'impression de voir un poloiste qui se maintient au-dessus du niveau de l'eau pour trouver des angles de passe, des angles pour tirer au but, etc. Donc j'ai trouvé ça très très pertinent. Moi, ce qui me fascine avec Jokic, c'est tous les grands pivots dont on parle en permanence. Le top 5, on pourrait dire, je sais pas, Wilt, Bill Russell, Shaq, Karim et Hakim, on va dire. Hakim, ouais. Ouais, partons là-dessus. Il y a une vraie dimension physique, c'est-à-dire des gars qui dominaient physiquement la concurrence, qu'on voyait, on va en reparler tout à l'heure, mais j'ai vu le début d'un documentaire qui m'a scotché, où on voit je voyais des images de Bill Russell, de Will Chamberlain en l'air, très haut, en train de contrer à tout va, dunker à tout va, je parle même pas de Shaq. Mais Jokic, il n'a aucune domination physique.
Je sais même pas si tu tapes highlight physical Jokic, s'il y a un moment où il va dégager un gars sur un coup d'épaule. Il n'y a même pas ça. Donc Il tout est est massif différent. quand même. Hein. Non, Tu sais, mais quand il bien va sûr, poster, il est. Ouais, bien tu sûr. vois le. Mais C'est il une y a pas, armoire quand même. il n'est pas physiquement dominant. Tu vois, il n'y a pas cette notion de domination comme pouvait y avoir. Enfin, le highlight d'Hakim qui, rappelle-toi, en finale 94, sur une claquette dunk qui monte la tête au cercle, les highlights de Pat Ewing, de Zo Morning, de tous ces pivots dominants, c'est que des dunks monstrueux, tu vois, c'était des types qui dominaient en dessous. Là, ce que tu n'as pas. Donc, et je pense que c'est ça qui fait que dans la tête des gens, il y a moins ce côté dominateur. Donc, mais enfin, moi, je sais pas. C'est quand même quelque chose. Et quand tu le vois, tu as l'impression qu'il va toujours crever sur place, toujours à la limite. Mais là où tu as raison, c'est que contrairement à beaucoup d'autres joueurs, tout passe par lui. C'est-à-dire, tout passe par lui tout de suite. Dès que le ballon passe le milieu de terrain, c'était pas comme il fallait que ça tourne 3 fois et le ballon arrive à l'intérieur. Hmm. Là, tout passe. Enfin, il touche le ballon au bout de 5 secondes à chaque fois, pratiquement. Mais Ah, c'est génial à regarder. Je sais pas si tu as vu cette anecdote là dans il y a eu deux confrontations entre les Nuggets et OKC là, et il y a un des matchs, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième, où Marc Daigneault avait envoyé systématiquement quelqu'un à la table de marque à chaque fois qu'il y avait une remise en jeu pour empêcher Jokic qui, dès que l'arbitre lui donnait la main, balance des passes arrive à générer du jeu de contre-attaque après une sortie de balle ou sur une touche, tu sais, ça n'existe même pas en fait ces trucs-là. Normalement, c'est pour montrer à quel point finalement ils forcent les coachs à trouver des stratégies auxquelles ils ont jamais dû penser pour affronter n'importe quel autre joueur, quoi. C'est vraiment, il est vraiment incroyable. Alors ça, et pour le coup, c'est pas un argument pour la course au MVP du tout, mais je pense que je reverrai plus facilement un joueur qui cochera les mêmes cases que SGA qu'un joueur comme Jokic. C'est vraiment, voilà, c'est une espèce de licorne. Et pour revenir à la question que tu soulevais au sujet de ses qualités athlétiques, en fait, c'est vraiment qu'elles ne correspondent à rien de ce qu'on a l'habitude de voir quand on évalue des qualités athlétiques. Mais finalement, sa coordination, sa gestion des appuis et même sa capacité à faire des ruptures de rythme, en fait. Tu vois, à passer de je suis très lent à je suis moins lent. Bien sûr. Et ben, en fait, ça, c'est des qualités athlétiques, mais c'est vrai, c'est vraiment ce que tu disais, c'est que à l'œil nu ou du moins à l'œil moins exercé, c'est pas des choses ça te saute pas autant à l'œil qu'un dunk d'Anthony Edwards qui postérise toute la raquette. Et c'est sûr que ça joue quand même dans l'évaluation que certains font de Jokic. Je crois que j'ai rarement vu un joueur exploiter à ce point son propre potentiel physique. C'est-à-dire avec et savoir sortir le meilleur de ses propres limites dans une ligue où aujourd'hui, un pivot, ça ressemble plus presque à Victor et à Bam Adebayo qu'à Nikola Jokic. Voilà. C'est clair. Et je trouve ça fascinant. Et ces deux joueurs sont fascinants parce qu'il faut savoir qu'ils sortent des jeux en plus, où ils ont vécu des émotions assez fortes. Donc, voilà, bravo. En tout cas, mon cœur va à Jokic parce que j'ai ce côté très attaché aux saisons historiques, en effet. Et j'ai pas envie qu'on oublie cette saison de Nikola Jokic. J'ai pas envie qu'on me dise, qu'on se dise un jour, comme Wilt par exemple, c'est un mec qui a fait une année 50 et 25, mais il n'a pas été MVP. Voilà, tu vois, et qu'on dise ça comme une aberration, c'est-à-dire qu'on se souvienne de cette année comme l'année où ce mec, un pivot, a fait un triple-double sur une année, mais il n'a pas été MVP. Voilà. Je n'ai pas envie d'avoir expliqué ça à mes enfants. Je n'ai pas envie, Théo. Je suis épuisé, Théo. J'ai pas envie de raconter. C'est trop dur à expliquer. Après, sur les saisons triple-double, je pense, franchement, moi je suis quasiment convaincu que Bill Russell ou Will Chamberlain ont dû en réaliser, en fait, avec des contres, ou qui n'ont pas été loin, parce qu'il y a toute une partie de leur carrière, quand même, où tout ça, c'était pas pris en compte, quoi. Donc c'est la grande inconnue sur cette question-là. On va revenir sur quelque chose que j'ai vu cette semaine, mais j'ai une question essentielle pour toi, parce qu'il y a un gars, j'ai adoré, je me suis dit, je vais en parler à Théo, qui n'a pas dormi de la nuit, il n'y a pas longtemps, parce qu'il a écouté une chanson, un track de Ice Cube qui s'appelle It Was a Good Day. Tu connais ce morceau, évidemment. Oui, absolument. Tout le monde connaît ce morceau. Si vous ne le connaissez pas, vous le connaissez. Croyez-moi, vous connaissez ce morceau. Si vous ne le connaissez pas,
la flèche en haut à droite, cliquez, vous êtes banni, vous n'avez plus le droit de venir ici. Mais non, vous connaissez ce morceau, bien sûr. Et il y a un gars, il s'est dit, OK, it was a good day. But what day? Et le type, donc, est allé chercher. Et, premier indice. Écoute bien, Théo, c'est génial. Je me suis régalé et je voulais t'en faire part et en faire part à nos auditeurs. Il dit, première chose, dans ses paroles, Ice Cube dit, I went to a Short Dog House, they was watching Yo MTV Raps. Donc déjà, premier indice. Première émission d'MTV Rap, 6 août 88. Ça pose le truc. Deuxième indice, le morceau It Was a Good Day sort 23 février 1993. Donc on a la timeline. Ok. Se fixer le truc. Troisième indice, il dit dans son texte que les Lakers viennent de battre les Sonics. D'accord. 12 matchs possibles entre ces deux dates, hein, sur cette période de cette courte période 88-93. 12 matchs possibles, hein, entre les Lakers et feu les Supersonics de Seattle. Il dit Clear day with no smog. D'accord, donc pas de brouillard. Il a cherché la météo pour voir. Pas de brouillard. Donc 4 dates possibles de Lakers Sonics où il n'y avait pas de brouillard à ce moment-là. On a donc 4 années possibles, 88, 89, 91, 92. J'ai l'impression d'être Tom Ciaravino dans le First Day Show, mais commençons par le commencement. Cinquième indice, il dit « Got a beep from Kim and she can all night. She can make des câlins all night. » Il ne le dit pas vraiment comme ça. Sachant que les réseaux de téléphonie aux États-Unis ont attrapé le beeper début des années 90. Donc 88-89, il reste 2 dates, Théo, de Lakers Sonics possibles. 18 janvier 91 ou 20 janvier 92. D'accord. 6e indice. Ice Cube a joué dans un film très connu début des années 90. Boys in the Hood. Boys in the Hood. Boys in the Hood tourné fin 90, début 91. Et dans son texte, il dit qu'en fait, c'était une journée où il se baladait tranquillement, with no plans, donc il ne travaillait pas, donc il ne pouvait pas travailler. Il travaillait début janvier 91. It was a good day était le 20 janvier 1992. C'est incroyable ce truc. C'est incroyable. Ouais. Je me suis régalé à écouter ça. Putain, mais c'est le truc qui m'a le plus tué, c'est d'être allé vérifier la météo pour voir quel jour il n'y avait pas eu de smog. Ça, c'est magnifique. Ouais. Mais j'ai regardé ça et il y avait un côté jouissif à le suivre, son raisonnement. Et je me dis, lui, là, il a dû kiffer comme un dingue à arriver sur cette date du 20 janvier 92. Donc, ça pourrait être un jour mascotte pour Rivers Basket Session. It was a good day d'Ice Cube était donc du 20 janvier 92. Voilà. Incroyable. C'est un jour pour aller planter un triple-double, c'est ça? C'est un jour pour aller planter un triple-double de moyenne, ce qui ne veut rien dire puisque c'est sur un jour. Cette semaine, j'ai commencé à regarder Celtic City, Théo. On m'en a dit du bien. Tu sais qu'on a, dans le podcast qu'on a enregistré lundi dernier avec Marvin, qui nous racontait son incroyable voyage à Boston, justement, il nous parlait des premiers épisodes. Donc c'est sur ma to-watch list, mais j'ai pas encore regardé. Donc j'ai commencé à regarder le premier, ça commence où machin, et les Celtics, c'est gna et c'est la légende et les trucs, et tu vois des images de Paul Pierce, de Jason Tatum, de trucs comme ça, de tout le monde. Bon, voilà, je me suis dit, 5 minutes ou 10 minutes l'intro, ça me saoule, ça commence à me gonfler, donc je me dis... Je vais aller me chercher un petit snack pour grignoter en regardant ça. Voilà. Donc, je me lève, et là, il y a la main d'HBO qui m'attrape, qui me dit « Hé bonhomme, assieds-toi et écoute. » Moi, j'ai même pas fini le premier épisode, mais j'ai passé, on est presque sur 1 heure, mais scotché. C'est-à-dire que c'est sur toute la période du premier titre avec Bob Cousy, avec l'arrivée de Bill Russell, des images d'archives, des commentaires d'archives, avec Tom Satch Sanders qui parle qui est là, lui, et voir les mains de Satch Sanders comme ça, avec les doigts complètement brisés par toutes ces années.
la contextualisation dans l'Amérique raciste et les difficultés qu'ils devaient avoir, et c'est parfois ce sentiment d'abandon de la part de leurs coéquipiers qui pourtant étaient très proches d'eux. Ils faisaient corps les Celtics à l'époque avec Red Auerbach, etc. Mais même, il y a des vraies questions qui se posent. Est-ce que Red Auerbach avait pris ses joueurs pour simplement gagner, ou est-ce qu'il y avait une vraie dimension sociale derrière? Il y a 1000 questions posées, il y a des images d'archives incroyables. Il y a un moment donné l'arrivée de Wilt, où on voit des duels entre Wilt et Bill Russell. Non, mais c'était... mais c'était complètement fou. À un moment donné, tu as... et oui, mais d'autres joueurs arrivent avec une autre rivalité, et puis là, tu as le visage fermé de Jerry West qui dit « J'étais un loup ». Et les loups ne meurent jamais. Et tu vois, mais le mec, il est là, des photos, des images de lui il n'y a pas très longtemps, parce que ce documentaire a été commencé, ils ont commencé à le faire quand Jerry West était encore vivant. Donc des images de Jerry West de l'année dernière, pratiquement. Mais alors j'ai vu, et j'ai même, parce que le reste, finalement, j'ai même pas envie de voir les années 2000, bon, m'intéresse moins le Ubuntu, tout ça, je pense qu'on sait pratiquement tout là-dessus. Mais tout ce qui se passait avant, même si on a vu, et on en a parlé dans le MOOC 1 sur les Celtics, on en a beaucoup parlé, et 2 sur le MOOC More Than Ballers, où on parlait de Bill Russell également, mais alors, c'est génial. C'est franchement bravo à eux, parce qu'ils m'ont attrapé, mais voir comment. Je vais aller regarder ça de toute façon, parce que c'est Bill Simmons effectivement qui a produit le documentaire. Alors déjà, ces documentaires, en règle générale, ceux qu'il a fait pour Sortie for Sortie sont vraiment top. Et en plus, lui est fan maladif presque des Celtics, bostonien dans l'âme. J'imagine qu'il a dû se mettre quand même en sang pour pouvoir, pour être sûr de tirer le meilleur de tout ça. Donc je vais bien évidemment aller regarder ça. C'est marrant, tu parlais de Satch Sanders, je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça. Il était déjà présent dans le documentaire qui est sur Netflix, je crois, sur Bill Russell. Ouais. Et je l'avais trouvé... alors, j'avais déjà lu des... Tu vois, je le connaissais par les livres. Hein, je vais pas dire le contraire. Je le connaissais avant tout par les livres. Et je l'avais trouvé hyper charismatique dans le documentaire sur Bill Russell. Avec une vraie gueule, sens de l'humour, etc. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. Et un peu comme toi, je pense que ce qui va plus m'intéresser, c'est effectivement ces années-là. Les passages plus tard avec Bird et Magic, bien entendu. Et puis, il y a aussi des équipes, en fait, entre-temps, qui ont été très fortes. Hein, celle avec... bien sûr, son nom m'échappe. Après, avant, je veux dire, la génération avant Bird, il y a eu aussi des équipes des Celtics qui ont été excellentes et sur lesquelles je connais au final assez peu de choses, en fait. Je vais retrouver le nom du joueur que je cherche désespérément. John Havlicek. Alors Havlicek, oui, mais c'est pas à lui que je pense. C'est le joueur c'est un joueur qui après était devenu chauffeur de taxi là pendant une saison là. On en avait parlé ensemble. Oui, bien sûr. Et ça me rend fou. Je vois sa tête de rouquin. De pas trouver son nom. Je le cherche en direct. Hein, vous m'excuserez parce que c'est juste trop dingue. C'est pas Bill Walton, non. Non. Non, comment c'est très fatigant. On est désolé, on s'excuse, mais il faut vraiment qu'on trouve le nom de ce joueur, sinon on va mourir, sinon on va décéder à l'antenne. On va chercher ça. En tout cas, juste pour dire, donc Satch Sanders qui a une aura. Alors en plus, c'est marrant. Dave Cowens, évidemment. Pourquoi je vous dis que c'est passionnant, parce que on se rend compte, ces joueurs-là, surtout Bill Walton et Satch Sanders, se confondent physiquement avec les grands hommes politiques de l'époque et les grands leaders des mouvements nord-américains, et que du coup, quand ils parlent ils représentent bien plus que leur propre sport. Et je me disais, tu vois, si demain tu me donnes la possibilité de passer limite une journée avec Satch Sanders ou une journée avec Shaq, je me suis toujours dit que j'aimerais trop que Shaq me raconte des trucs, mais finalement, putain. Je disais, l'autre, il me raconterait c'est même plus le basket, mais c'est ça que dans notre culture on aime, c'est que ça dépasse les lignes du basket. Shaq s'est enfermé dans la ligne du basket, hein, on est d'accord, il n'y a rien qui va derrière, même si c'est un personnage qui en sort lui-même, hein, et qui fait plein de trucs à côté. Mais enfin, ces personnages-là sont passionnants, parce qu'ils ont vécu des choses que aujourd'hui, chaque
grâce à ces choses-là, on a pu voir des joueurs comme Shaquille O'Neal, comme ce que vivent aujourd'hui d'autres. Mais voilà, j'ai trouvé ça c'est ultra émouvant parce que beaucoup de ces personnages ne sont plus là malheureusement, mais d'autres sont encore là avec un esprit très clair. Quand on voit Cousy raconter toute cette période, même s'il y a une part d'ombre quand même dans ces personnages qui ont un mec comme Cousy qui représentait la ville de Boston de par ses origines, de par sa religion, de par les établissements scolaires qu'il avait pu fréquenter. Mais quelle époque incroyable, parce que eux-mêmes le disaient, ils avaient l'impression que tout était à faire et qu'en même temps, ils ne pouvaient rien faire et que chaque déplacement était différent parce que dans certaines villes, ils avaient le droit de manger tous ensemble et tout. Dans d'autres, ils n'avaient même pas le droit d'aller manger, sauf ils avaient ce côté de sportif, donc on les servait parce qu'ils étaient des sportifs connus. Notamment, ils vont faire certains matchs dans certaines villes, des matchs d'exhibition. Et finalement, ils disent, non, je sais quoi, là aujourd'hui, je suis pas un joueur de basket. Et ils avaient quitté ils étaient partis, ils n'avaient pas joué les matchs. Voilà, mais quel courage, voilà. Parce que ces gars, faut pas oublier. Ils faisaient peut-être mettre 2,05, 2,10, mais ils risquaient gros à chaque fois qu'ils se déplaçaient dans ces endroits tout pourris. Tout pourri. Il y a des moments où tu as envie que tout ça s'engloutisse, tu vois. Ils me disent, bon, on va tout s'engloutir une bonne fois, parce que c'est il n'y a pas si longtemps. Et quand on voit ce qui se passe, je ne vais pas parler de politique, hein, les gars, commencez pas, surtout celui qu'on connaît qui commence à prendre son petit truc silencieux, là, à charger bêtement pour tirer à blanc. Mais c'est quel drôle de pays. Et quand on revoit ça aujourd'hui, ça remet encore plus en perspective par rapport à ce qui se passe de nos jours. Et je me mets à la place de ces gens-là qui se sont battus pour tellement de choses et qui se disent merde, on revient peut-être en arrière sur pas mal de points. C'est passionnant. Ça s'appelle Celtic City. La première heure, c'est une machine à laver. J'ai adoré. Oui, il y a un épisode qui sort par semaine, hein, c'est ça sur. Je crois, ouais, mais je savais même pas qu'il était sorti. Je pensais qu'il était, et je l'ai dit dans mes 3 infos essentielles la semaine dernière, et je m'en excuse, que je pensais qu'il était en train de se faire, puisque Asia Thomas a dit qu'il n'avait pas voulu y participer parce qu'il avait peur d'être instrumentalisé et qu'on se moque de lui et qu'on Bichette, on va être méchant avec Asia Thomas. Mais voilà, non, il avait dit que dans The Last Dance, on n'avait pas été gentil avec lui. Mais alors que, bon, je sais pas. Il y a quand même de sacrées pleureuses, hein, parce que franchement, que ça soit lui ou Pippen, je continue à pas vraiment comprendre. Moi non plus. Alors, Isaiah Thomas plus que Scottie Pippen, bien entendu, quoi. Mais le côté Isaiah Thomas, on m'a fait passer pour un con, je vais dire non, en fait, il y a des choses qui ont été racontées qu'on savait déjà, et honnêtement... Isaiah Thomas, ça reste un joueur extraordinaire. J'ai pas eu l'impression personnellement, mais c'est peut-être parce que nous on connaissait déjà ces histoires-là, que ça le dépeignait sous un jour particulièrement horrible par rapport à ce qu'on savait déjà, en gros. Mais c'est ça ce que je comprends pas avec Isaiah Thomas. Excuse-moi de faire cet aparté, c'est que on lui montre le walk-off, c'est-à-dire la fameuse scène où finale de Conf 91, les Pistons font sweeper et ne saluent pas les Bulls. Et on ne dit pas qu'ils avaient mal agi parce qu'ils n'avaient pas salué, parce que lui, il dit ouais, des fois on m'a pas salué. C'est pas ça qu'on dit. On montre que pendant des années, les Bulls, notamment Jordan, à chaque fois venaient saluer et dire bonne chance pour la suite, etc., bonne finale et tout. Et il mettait en parallèle avec ça. Et que peut-être qu'il a perdu la place à la Dream Team à cause de ce comportement-là. Mais personne s'en est caché. Enfin, je veux dire, mais d'où tu as été mal dépeint. Enfin, toutes ces choses-là, on les sait depuis 1991. Donc, c'est pas... il devait espérer qu'on l'oublie. Ça, par contre, je peux comprendre. Il devait espérer qu'avec le temps, on oublie ces trucs-là et que les jeunes qui allaient regarder The Last Dance, on le rappelle, en période Covid, c'est-à-dire avec une audience, laisse tomber, le monde entier regarder The Last Dance. Donc, je peux comprendre le sentiment de passer pour un sale con, parce que voilà, c'est le seul personnage qui passe pour un sale con dans ce truc. Outre Jordan lui-même, parce qu'il ne faut pas oublier ça quand même, que Jordan est dépeint de manière un petit peu particulière parfois. Donc, j'ai pas compris en quoi ils s'étaient tous sentis soit trahis, soit... Enfin, Scottie Pippen a eu une migraine pendant les finales de Conf 90. Enfin, je sais pas. Vous voulez un certificat médical pour le dire? On le savait, donc je vois pas en quoi c'est une catastrophe.
Je comprends pas du tout. Et ce qui était un peu décevant quand même pour Isaiah Thomas, que le fait de dire oui, mais on a fait ça parce que les Celtics nous l'avaient fait. En gros, c'est ça la ligne de défense. Je dis, mais pote, c'est à l'âge que t'as, tu peux dire, bah oui, c'était pas classe. Et si effectivement j'ai manqué de classe sur ce moment-là, et limite, c'est pas honteux en fait. On a tous été un jour vexés. Il y a tous un jour où on est parti en claquant la porte au lieu de se conduire comme des adultes. Je pense que on le regrette, on peut le regretter. Il n'y a pas de honte en fait à s'être planté là-dessus. Je trouve, j'ai comme toi, quoi. Je comprends pas trop. Et il y a un aspect de la personnalité d'Isaiah Thomas que j'ai vraiment du mal à cerner. Parce que même, tu vois, j'ai toujours été étonné qu'il soit dans les fameuses vidéos de Jordan, que ça soit dans Come Fly With Me ou les autres. Tu vois, il est dans ces vidéos-là, en fait. Alors qu'il se déteste déjà complètement, en fait, de part et d'autre. Et il y a quand même c'est- Bon, c'est pas spécifique à Isaiah Thomas, mais ce besoin permanent de reconnaissance et d'être sous le feu des projecteurs. Il aurait très bien pu refuser de participer à The Last Dance, il aurait très bien pu refuser de participer aux vidéos promotionnelles de Jordan dont je parlais à l'instant. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à réconcilier ce côté-là, quoi. Avoir été le joueur incroyable, extraordinaire. Et effectivement, je pense que il est malheureusement sous-coté aujourd'hui quand on fait des listes de meilleurs joueurs all-time ou des meilleurs meneurs de tous les temps. Et je pense qu'il mérite d'être plus haut que ça. Et je pense que sa mauvaise image de marque fait enfin, il en pâtit suffisamment à ce niveau-là. Et en même temps, j'ai envie de dire, mais t'es pas obligé non plus de participer à tous les trucs qu'on te propose, quoi. Donc finalement, qu'il ait pas Ouais. accepté de participer au documentaire sur les Celtics, bah, il n'y a pas de honte, il a tout à fait le droit de le faire, et limite, il a pas besoin de se justifier. Bon, mais moi, à sa place, j'aurais dit oui, je walk off, ouais. Et alors? Ouais, ouais, bah, on a kiffé, on l'aurait refait, oui. Voilà. Ou alors ça, effectivement, complètement. Ça Ouais. nous faisait grave chier Mm. de leur serrer la main. J'ai aucune envie Mm. de leur serrer la main. On était jaloux, on était rageux. Voilà, j'ai pas de problème. Ouais, ouais, j'assume. Putain, mais dis-le, Mm. Je pense que Bill dis-le. Laimbeer dort mieux la nuit qu'Isaiah Thomas sur ces questions-là. Oui, surtout que Lamy, elle a bien jeté l'autre. Oui, c'est lui qui a eu l'idée. C'est pas grave qui a eu l'idée. C'est pas grave. Et le seul qui finalement leur serre la main, parce que, attends, Bill Laimbeer a mangé. Asia Thomas a mangé grave. Joe Dumars, on lui a jamais rien dit, quoi. Jamais on lui Ouais. est tout le reste de l'équipe. Il y en a un qui s'arrête pour dire au revoir, c'est John Saleh qui, comme par hasard, lui, il a dû se dire Surtout aux Bulls après. bon, on va prévoir sur le long terme. On ne sait jamais. Peut-être dans 2-3 ans, j'aurai besoin de boulot. Mais c'est le seul qui allait les Mm. voir. Et c'est que. Et encore, même Lembia, c'était un sale con. Mais lui, au moins, il l'a assumé jusqu'au bout d'être un sale con. Ouais, Et, bah quand... c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. et moi, j'ai trouvé ça plutôt, Mm. plutôt marrant de sa part. C'était jouer le Némésis. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, alors j'ai appris, un peu énervé, que Steven Smith donc, allait prendre 100 millions sur 5 ans à ESPN. C'est plus que le salaire C'est de pas plus que toi, Pierre Ramon. Me dis pas que c'est plus que ce que tu vas percevoir pour le Hoop Culture quand même. Attends, parce que sur 5 ans. Sur 5 Il faut que tu sortes la calculette. ans. Divisé par. Non, plus les MOOC. Divisé par late session, moins les primes de Shai. Bon, ok, ça se discute, mais Ok. toujours est-il que gagne plus que Travis Kelce, que joueur des Chiefs, que la superstar Christian McCaffrey également de NFL, plus que Paolo Banchero, plus que Klay Thompson, plus que Cade Cunningham et tous les joueurs de la NHL. Tous. 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 Et je ne sais même pas si en cumulé, tous, ils prennent cette somme-là. Ok, ça ramasse de l'argent et tout, mais on est quand même sur un degré. Dis-moi, déjà, je donne 100 millions à Doris Burke, je te dis, bon, ça fait chier, mais ok. Mais voilà, c'est quand même la récompense d'un journalisme qui est un petit peu. L'autre jour, on a vu l'histoire. Pourquoi je dis ça? Parce que l'autre jour, on a vu l'histoire avec LeBron James, hein, LeBron qui lui dit de lui foutre la paix avec son gamin.
de foutre la paix à son gamin, qu'à la limite, il peut continuer à parler de lui, mais qu'on laisse son gamin en dehors de tout ça. L'autre était, le lendemain, je sais pas si tu as vu, l'autre était là, oui, non, c'est pas un joueur qui me parlait, c'était un père et tout. Et 2 jours après, dire c'était limite, dans une semaine ce sera il m'a intimidé, j'ai porté plainte, dans 3 semaines ce sera il se prend pour qui, cette tête de combat qui viennent et tout. C'est vraiment, tu vois, je trouve que c'est la récompense de la médiocrité une fois de plus. Attention, j'ai pas fait un milliardième de la carrière journalistique de Steven Smith, donc je ne dis, mais je trouve juste que c'est on va parler de lui plus pour ce contrat, on va parler beaucoup de lui pour ses outrances et finalement jamais pour des choses qui sont essentielles. C'est bien dommage. Ouais, bah, d'autant que c'est pas quelqu'un de médiocre en fait. C'est pour ça que c'est bien que Pas tu du utilisé tout. le terme de médiocrité. Et c'est après bon, moi j'ai jamais supporté, tu sais, les émissions comme ça en mode clash. Tu vois, je sais que quand on était jeune, il y avait les fameuses émissions de Thierry Ardisson par exemple qui fonctionnaient très bien. Ils ont très C'était mal déjà un vieilli. Hein. petit. Oh. Ah bah j'imagine, oui, j'imagine. Tu vois, moi je supportais pas en fait. Je pouvais pas, je Waouh. supportais pas du Qu'est-ce tout que ce t'as type mal d'émission. vieilli. Et du coup, il y a un petit peu cette fascination, mais quand il avait sa fameuse émission avec Skip Bayless, là, moi je trouvais ça absurde en fait. Tu voyais qu'avant de passer à l'antenne, il s'était partagé en disant bah, écoute, moi je vais tenir je vais prendre cet angle qui est intenable et toi tu vas faire le pendant, et qu'en fait, ça mène à des discussions en fait qui ont pas de fond, où personne n'est persuadé ou ne croit vraiment à ce qu'il raconte. Mais manifestement, ça fonctionne. Il y a quand même un pan des gens. Alors voilà, je jette la pierre à personne, hein, chacun aime ce qu'il aime, mais que ça fascine en fait ce type de C'est discussion, ça. ces fameuses hot takes qui reposent sur pas grand-chose. Je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, il avait littéralement menacé Kevin Durant en direct à la télé en lui disant, avec un sketch, ouais, c'était un sketch, quoi. En fait, c'est ça, c'était un sketch, quoi. De Oui, c'est un Kevin sketch. Durant, tu veux pas avoir des problèmes avec moi, tu sais pas qui je suis, etc. Ça repose sur rien, et pourtant ça marche, quoi. Et moi, ce qui me rend fou, c'est même pas tant que Stephen A. Smith fasse son argent. Je je suis pas un Non, mais jaloux, ça me pose pas de problème. Mais rendez son argent, quand je dis dans le même temps, ESPN qui a licencié des gars comme Zach Lowe, qui a coupé Jeff Van Gundy pour des raisons budgétaires. Je dis mais on c'est marche ça. sur la tête, quoi. Voilà, On c'est marche sur la exactement ça. tête. C'est ça, c'est la prime à la grande gueule. J'imagine, j'ose même pas imaginer les ponts d'or qui seront faits à des gars comme Draymond Green par la suite pour signer comme ça. Mais voilà, pour moi, je le range avec les Gilbert Arenas, avec les Paul Pierce, qui vont balancer une énormité en se disant plus c'est gros, plus ça passe. Et parce que finalement, c'est ça dont on se souviendra d'eux. Alors après, bon, leur legacy, ils s'en foutent pas mal. Hein. Avec 100 millions, sa legacy, elle est faite. Hein. Donc, Mais même, honnêtement, ce que tu parlais de lui tout à l'heure, parfois Shaq m'insupporte tout autant, en non, mais fait, chaque dans les est émissions de insupportable TNT, tout en fait. court. Chaque, il a 5 phrases. Hein. Il a bol-bol. Il a son truc. Il montre, il dit qu'il a 4 bagues. Il a ses 4 bagues. Il a ça. Les analyses de Jacques Mm. enfin, sont catastrophiques. Il n'y en a pas une qui tient la route. C'est jamais bien senti. C'est jamais le bon moment. Voilà. Chaque est un personnage qu'on adore. Demain il dit je quitte la télé, bah, ça nous emmerderait. Il a créé un truc à son image qui est le Shaq Fool. J'ai des images de lui dévasté après la mort de Kobe qui m'avaient profondément touché. Mais à la fin, sur TNT, je me rappelle plus de lui se vautrer dans un sapin que, Oui. qu'une analyse où à un moment donné on a dit Shaq l'avait dit, tu vois. Mm. Bah ouais. Shaq l'avait dit. Mais par exemple, il est coincé sur son bol-bol là. Enfin, c'est un truc de fou. À un moment, on dit bon, ok, je me suis emporté, ou fais-en, prends-le au second degré. Mais non, 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 il fait le rageux là. Enfin, Shaq, il s'est toujours C'est planté, usant. quoi. Ouais, ouais, mais c'est usant. Mm. Heureusement qu'il y a les autres à côté. Mais pour rendre, des fois, Barclay limite le Jean d'Ormesson de la. On va dire le Jean-Michel Apathy de l'analyse, tu vois. C'est C'est que chaud, vraiment, c'est il dur. y a du boulot. Ouais, ouais, c'est vrai, t'as l'impression, quand tu regardes Chuck parler après, c'est Caroline Roux dans C'est dans l'air, tu vois. Tu te dis, ah ouais, le taf est fait quand même, alors que les mecs ont dû arriver 3 minutes avant, ils n'ont rien préparé. Ils sont arrivés comme moi aujourd'hui. Ils ont tout Ex- misé sur sur leur un, acolyte. sur un t-shirt des Sixers, Voilà. exactement. Euh,
Il faut qu'on parle Kardashian. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé Kardashian. C'est vrai que ça fait longtemps. Pourtant, c'est une de tes marottes, ça, si je me trompe pas. Une de tes passions, même, je devrais dire. Passion, obsession, parfois la ligne est mince, tu le sais. Mais toujours est-il que l'autre jour, parce que j'ai vu passer ça et ça m'a fait marrer, le 5 majeur des Kardashians. Est-ce que ce 5-là, aujourd'hui, peut gagner une bague? Alors, Attends, faut que j'essaie de voir si je les trouve. vas-y. Ok. Alors, Devin Et Booker. alors, attention, il y en a un wagon, mais fais-en, Oui. sors le top Leur 5. top 5. Top Voilà. 5. Donc, il y a Devin Booker, Ouais, Lamar Odom, ouais, Blake Griffin. ouais. Derrière, est-ce que Chris Humphries, si Chris Humphries doit être dedans quand même. Non, où il est. Il y a James Harden, pas oublier. Qui ça? James Harden. James Harden, j'avais complètement oublié. T'as Ouais, raison, il est James bien Harden, devant Chris important. Humphries. Ouais, ouais. Donc ça en fait 4. Et ouais, bah Chris Humphries, alors du coup, c'est ça? C'est ça le 5e ou t'avais un. Il y en a que j'ai oublié? Ah bah il y a eu Jordan Clarkson, il me semble, aussi. Il y a eu il y a Tristan Thompson évidemment qui revient Ah oui, bah repart, bien sûr, Tristan Thompson, revient bien sûr. repart. Mais Ouais. ouais, il y a quand même un bon 5. Est-ce que le 5 Kardashian pourrait, si elles faisaient leur club, pourrait remporter une bague? Parce que c'est quand même solide. Ça fait les playoffs, en tout cas, ça fait les playoffs à coup sûr, hein, c'est clair. C'est. Alors, remporter une bague, je pense pas qu'en termes d'alchimie, ça soit les joueurs que tu as le plus envie d'associer. Ah, il y en a d'autres, attends. Parce que, alors, je vous cite le premier truc sur lequel je suis tombé. Donc, c'est pas du tout. Là, il y a zéro crédibilité journalistique, hein, je vous le cache pas. Mais il y aurait du Ben Simmons, effectivement, dedans, Ah bah ouais. qu'on a oublié. Jordan Clarkson est effectivement présent. Il y aurait eu du Rick Fox, à prendre avec des guillemets. Enfin, à prendre avec des pincettes. Et c'est. Comment il Ce qui s'appelle serait ce incroyable joueur, de hein, prendre pote de une Kardashian avec des Gilbert pincettes, ce serait formidable. C'est vraiment la première fois. Kardashian avec des pincettes. Ce serait vraiment la première fois. C'est ça, exactement. Et. Tac, 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 c'est qui? Rashard McCants, potentiellement. D'accord. Voilà, à vérifier. Hein, Et, auprès des meilleurs donc scouts. Chris Humphries. Donc si tu fais un 5 quand même, Ouais. James Harden, Ben Simmons, Booker, Booker, Griffin, ouais, tu joues en small ball, tu mets Griffin et Lamar Odom, c'est pas mal. Hein. ça joue. Ouais, non, ça joue. Il y a du talent, c'est clair. Ouais, C'est peut-être ouais. des meilleurs scouts que certains. Est-ce que tu penses que les Kardashians auraient fait le trade de Luka Doncic pour Anthony Davis? C'est ça la vraie question en fait. C'est tellement ce que j'allais dire. Nick Harrison, on va l'appeler. D'ailleurs, il attend que tu le rappelles parce qu'il a besoin de monde. Ils sont 4 demain. Donc il faut Ah que... ouais, mais demain, non. Demain, j'ai ma partie de domino habituelle, tu sais. Je peux pas. C'est J'ai bien pas le dommage. temps pour les équipes de basket amateurs comme ça. On aurait pu y aller. Bon, voilà, c'était nos petites takes un petit peu sympas. Qu'est-ce que tu t'es écouté cette semaine, toi, Théo, pour remettre un peu les pieds sur terre? Alors écoute, je suis reparti, je vais ressortir une oldies. Là, on va voir à nouveau à quel point je suis un yeuve. Est-ce que tu te rappelles, Pierre-Armand, d'une compilation qui s'appelait Les Cool Sessions, qui avait été produite par Jimmy J, le premier DJ producteur de MC Solar. Donc c'était sorti en 93. Il avait sorti une compilation produite par ses soins. Et dans cette compilation, donc il y avait les débuts par exemple de groupes comme les Sages Poètes de la Rue. Il y avait un morceau d'MC Solar. Il y avait le premier morceau de Ménélique. Ce genre de gens. Et il y avait un morceau moi que j'avais toujours bien aimé, mais que j'avais plus trop réécouté et j'ai remis la main dessus récemment. C'est le morceau d'un Moda et Dan qui s'appelle Moda et Dan s'ennuient. Alors, je peux complètement comprendre si vous écoutez ce morceau et que vous trouvez ça trop daté, ringard ou etc. Mais moi, en fait, je pense qu'avec le temps, j'aime encore plus ce morceau qu'à l'époque. Moda, qui était donc l'un des membres fondateurs et originels du Ministère Amer, mais qui a ensuite quitté le groupe pile au moment où ça allait se développer et prendre son envol. Et Dan, qui était Daniel de Ticaret, pour les plus anciens et ceux qui suivent un peu la culture hip-hop, qui avait la première boutique spécialisée dans le hip-hop à Paris, dans le 18e. Voilà, cette boutique Ticaret qui a été
Ouais, un monument quelque part culturel Bien sûr. du Pionnier. développement de la culture hip-hop à Paris et en France même, parce que certains venaient même de province pour aller s'approvisionner en plaque name, en sap, en vinyle, etc. Et donc ce morceau Moda et Dan s'ennuie, qui je trouve a très bien vieilli dans sa simplicité. La production est vraiment cool et donc c'est un truc que j'ai écouté un peu en boucle cette semaine. Moda et Dan s'ennuie. Bon, bah, moi je vais parler, on va partir au Pakistan avec Arooj Aftab. Arooj Aftab qui avait été la première artiste pakistanaise à remporter un Grammy, je crois que c'était en 2022, et qui voit un de ses morceaux remixé par le groupe Kruang Bin, un groupe qu'on aime Ah beaucoup oui, de tu nous as parlé à plusieurs reprises. Ouais. voilà. Kruang Bin, je vais vous en parler encore dans mon coup de cœur tout court dans quelques minutes. Mais donc voilà, un morceau d'Arooj Aftab qui s'appelle Rat Ki Rani. Alors Rat, R-A-A-T, plus loin Ki, K-I, plus loin R-A-N-I. Et donc Kruang Bin qui s'attaque donc à un remix là-dessus. C'est marrant que tu dises un peu daté parce que quand tu l'écoutes, ça sonne un petit peu daté. Ces morceaux un peu trip-hop des années 90, mais c'est bien foutu, la voix est parfaitement mise en avant. Donc voilà, allez écouter Arooj Aftab avec Kruang Bin, meilleur des deux mondes. Super, bah dis donc, j'ai hâte d'écouter ça parce que j'avais beaucoup aimé les trucs de Crumbing là, donc je viens d'écorcher le nom de manière affreuse, mais dont tu nous avais parlé à plusieurs reprises et que j'avais beaucoup aimé, ouais. Bon. Et donc, j'enchaîne avec, donc, Ouais. je fais la transition, pardonne-moi Théo, avec mon coup de cœur de la semaine. J'ai commencé à regarder la saison 3 d'une série qui s'appelle White Lotus. Je ne sais pas si tu as vu cette série, Théo. Si ce n'est pas le cas, précipite-toi dessus parce que c'est bon. Alors, c'est une série américaine où ça se passe dans un resort d'hôtel qui s'appelle White Lotus. Des destinations différentes dans le monde. La première saison se passe à Hawaï, la seconde saison se passe en Italie, en Sicile, et la troisième en Thaïlande. Euh, la photo est absolument superbe de cette série, surtout les saisons 2 et 3. J'ai envie d'aller à Taormine depuis, j'en rêve tous les jours d'aller en Sicile au bord de l'Etna depuis que j'ai vu ça. La nature y est très hostile, notamment c'est toujours autour de la mer qui est là, qui embrasse tout ça. La troisième saison, les images de la Thaïlande sont superbes. Il y a toujours une bande son en rapport, notamment en saison 2 et 3, beaucoup de musique italienne. Et là, il y a pas mal de funk et de soul thaïlandaise, donc c'est génial. Et il y a beaucoup de morceaux instrumentaux de Kruang Bin aussi, puisque c'est pas mal Ah dans oui? cette Ok. ambiance-là, ouais, dans la troisième saison. Donc, je vous conseille d'aller voir ça. C'est totalement immoral. Ça montre les pires aspects des gens très riches qui sont là-dedans, mais en même temps, il y a toujours des personnages qui sont un petit peu plus underground qui sont là. Donc, c'est au niveau. Il y a toujours une étude psychologique des gens qui sont très malheureux alors qu'ils semblent très heureux. Il y a en plus Charlotte Lebon dans la troisième saison, là, donc c'est plutôt sympa de la voir, la canadienne, la québécoise. Donc voilà, on vous conseille d'aller. Moi en tout cas, je ne sais pas si Théo l'a vu, mais je vous conseille de regarder White Lotus. On peut regarder les saisons indépendamment les unes des autres, mais il y a quand même un fil rouge à chaque fois entre certains personnages. Donc plongez-vous dès le début, vous perdez rien. C'est des épisodes, je crois qu'il y a à chaque fois 8 épisodes d'une heure, donc c'est du bonheur vraiment. Allez regarder White Lotus. Faut que je t'avoue, je sais pas si j'aurai le cœur de me mettre dedans parce que tu sais, j'ai commencé à regarder la série We Own This City sur HBO Max là, et à chaque fois que je regarde un épisode, je me tape la pub pour White Lotus 3 fois de suite. Elle passe 3 fois de suite la même pub avec simplement les sous-titres qui changent de langue. Donc une fois en néerlandais, une fois en danois et une fois, je sais pas, en norvégien. Je sais même pas si c'est la même langue ou pas. Excusez mon inculture. Et du coup, j'en peux plus de voir cette présentation de série. Donc il va falloir que je passe par une petite période de détox avant de suivre ton conseil. Un sas de décompression avant d'y aller. Voilà. Et toi, ton coup de cœur de la semaine? Écoute, bah moi, mon coup de cœur de la semaine, c'est une émission de radio à laquelle j'ai eu le privilège et la grande chance d'être invité vendredi dernier. C'est une Ouais, on a émission vu qui ça. s'appelle Moins de 10K.
d'Anis Rally sur la radio Move. Et bah, j'ai passé un super moment avec Anis et ses co-animateurs Salif et Farah. Et j'ai trouvé le concept vraiment très sympa. Il y a 2 heures d'émission, en fait, de 19h à 21h, si je dis pas de bêtises. Et la deuxième heure est toujours consacrée au fait de faire découvrir un artiste ou une artiste émergente, plutôt rap quand même, ou rap, ou du moins, c'est plutôt une émission hip-hop. En tout cas, j'ai passé un super moment, donc je voulais en profiter pour leur passer un petit coucou, les remercier de m'avoir permis de parler un petit peu des podcasts, que ce soit Hoop Culture, ce qu'on fait avec Basket Session, du MOOC Reverse, et de tout ce qu'on peut faire chaque semaine, et chaque jour, pardon. Et donc voilà, donc si vous voulez découvrir une émission vraiment sympa, donc ça s'appelle Moins de 10K, c'est tous les vendredis soirs de 19h à 21h sur la radio Move, et je passe un big up à Anis qui m'a fait le grand honneur de m'inviter. Et qu'on peut retrouver en podcast, bien sûr, sur les plateformes. Moins de 10K. Absolument. Ouais. Ta relique de la semaine, Théo, c'est quoi? Alors écoute, je sais qu'on en a parlé la semaine dernière, mais j'ai eu envie de remettre l'accent sur la carrière incroyable de Roy Ayers. Et voilà, j'ai sorti 2 choses. Tout d'abord, alors ça c'est simplement un CD, c'est une compilation qui s'appelle A Shining Symbol de Roy Ayers. Et c'est tout simplement par là que moi j'ai mis le doigt dans la machine. J'avais entendu parler de Roy Ayers, je cherchais quelque chose qui me permette de découvrir un petit peu, d'avoir un panorama un petit peu de son travail. Et cette compilation de 16 titres, elle est excellente parce qu'elle recouvre plusieurs de ses albums. Tu vois un petit peu les différentes choses dont il a été capable. Tu vois un petit peu les différents, ces différents hits. Hein. Dessus, tu as bien entendu... c'est fou, j'ai un trou... Everybody Loves the Sunshine, pardon. Voilà, qui est son titre, je pense, le plus connu. Mais tu as aussi Searching, tu as He's a Superstar. En gros, tu as Red, Black and Green. En gros, chaque morceau, tu te dis, ah, mais ça, je l'ai entendu sampler dans tel truc, ça, je l'ai entendu sampler dans tel truc. Et donc, la carrière incroyable de Roy Ayers. Derrière, je me suis refait une partie de sa discographie. J'ai acheté plusieurs disques, mais j'ai voulu commencer par cette compilation. Et j'en profite aussi pour montrer ce numéro de Wax Poetics, le numéro 7, paru en 2004, avec cette cover que je trouve magnifique. Magnifique, comme toujours. Voilà, comme toujours, de Roy Ayers. Et j'en profite pour reparler de Wax Poetics. Moi, une grande partie de ma culture musicale, finalement, elle vient aussi de cette revue. C'est vraiment, je l'avais dit à l'époque, ce que j'en avais présenté... Moi, j'achetais les numéros et je me disais, mais je connais rien en fait. Il y a 3 artistes dont j'ai entendu parler, je vais tout lire quand même. Et voilà, ce numéro spécial Roy Ayers, c'est une très belle interview de lui. Donc, je me permets de le remettre en avant. Et moi, ce que j'ai adoré dans les anciens Wax Poetics, c'est que tu avais des pages complètes en fait où tu voyais simplement des pochettes de disques en fait. Donc tu avais en gros la discographie complète ou pas loin d'artistes avec des pages qui sont simplement remplies de photos de pochettes de disques. Et pour des diggers comme nous, c'est top parce qu'en fait tu dis, bon voilà, maintenant ce disque il est quelque part ancré dans ma mémoire. Si je le croise, je saurais que c'est bien un truc sur lequel il faut que je jette une oreille. Donc voilà ma relique de la semaine. Mais c'est marrant parce que tu as ouvert une page là-dedans. J'ai fait un focus un peu la semaine dernière dans Hangtime. Et il y a une dimension qu'on ne connaît pas chez Roy Ayers. C'est outre son apport au jazz, à la musique en général, à la soul music et au hip-hop après, puisque tout a été samplé, c'est son apport à la musique électronique aussi. C'est-à-dire qu'il a, il a beaucoup participé à des morceaux de musique électronique par la suite. Il était très demandé. Et tu viens de montrer dans les pochettes, il y avait Ubiquity là, qui avait été remixé à de nombreuses reprises sur le label Defected, etc. Et quand tu vois la pochette de ce Wax Poetics, justement, c'est ça qui est passionnant avec Roy Ayers. On voit dans sa main qu'il a ses instruments pour son vibraphone, mais si tu le regardes comme ça, il peut être aussi un rappeur, il peut être un DJ, tu vois. On a l'impression qu'il est derrière des platines et ça donne bien une idée du caractère vraiment pas unidimensionnel du personnage qui a réussi à avoir une carrière complètement folle sur la durée dans plein de styles de musique différents. Donc
tu fais bien de proposer ça. Et puis, moi, ma relique, puisque tu parlais de samples, il y a des compilations qui ont été faites pour comprendre un petit peu comment est née la culture hip-hop, qui s'appelle Ultimate Breaks and Beats, que tu connais forcément. J'imagine que tu dois en avoir un paquet, Théo, chez toi, de ces compilations, qui sont dessinées, et derrière, les titres à chaque fois sont écrits en graphe. On n'a jamais vraiment su s'ils avaient eu les autorisations ou pas. C'est qu'à chaque fois que tu avais ces compiles, c'était Je peux te génial. dire non, ils n'ont pas eu les Non, autos. voilà. Et ce qui était génial, c'est que du coup, comme tout DJ hip-hop, pour pouvoir créer tes propres beats, travailler, etc., parce que c'était des outils de DJ pour les DJ et pour travailler aussi, généralement, le même disque était 2 fois dans la pochette. Moi, j'ai chopé des éditions où il y a donc 2 fois le même disque avec face A, face B pour que tu puisses travailler, faire durer ton breakbeat, etc., plein de fois. Et du coup, il y a plein de morceaux que vous connaissez tous, de All the People, les Cramp Your Style, les Mohawks, les The Champ des Mohawks, les Hector, Part 1, Part 2 des Village Colours, etc. Et du coup, quand j'avais vu qu'ils avaient sorti ce coffret d'Ultimate Break and Beats en 45 tours, Wow. j'avais trouvé ça super sympa, tu vois, avec voilà, les titres les plus incontournables. Et du coup, tu vois, ils avaient sorti donc, alors combien il y en a? Je vais te dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec à chaque fois des pochettes différentes reprenant les codes des labels de l'époque, hein, sur lesquels étaient sortis. Donc je pense que ceux-là, ils les ont plus clearés ils avaient tout récupéré, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment les rééditions des disques d'époque. Donc c'était plutôt chouette. Super idée. Un truc que tu joues pas forcément puisque tu les as sur d'autres compiles, mais j'avais trouvé le clin d'œil super sympa, quoi. Ah super, il est très très beau. Je ne savais pas du tout Ouais, qu'il ouais. l'avait édité comme ça en 45 tours Ouais, ouais. en coffret. Ça se trouve encore, hein, je pense. Ça doit se commander. C'est pas une, c'est un clin d'œil. C'est pas un truc introuvable, hein. Je pense que vous pouvez encore le choper si vous allez sur Discogs ou des choses comme ça. Ça doit encore être réédité, je pense. Ça marche bien, ça. Super, bah écoute, bah merci beaucoup Pierre Armand d'avoir piloté cet épisode de main de maître. Comme toujours, on espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. En tout cas, nous, on s'est éclaté à parler de tout et de rien avec vous. Et puis, bah, on vous donne rendez-vous tout simplement la semaine prochaine. Gardez un œil, effectivement, parce que les préventes ont commencé pour ce MOOC numéro 16 spécial Miami. On espère qu'on est en train de le finaliser. Hein. Pour tout vous dire, c'est sur le point de partir chez l'imprimeur. Mais comme vous le savez, en fait, en le précommandant, vous pouvez vous assurer à la fois d'en avoir un de côté et aussi, si vous habitez en France métropolitaine, de ne pas avoir à payer les frais de port. Nous, en tout cas, on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine avec plus de basket, plus de musique, plus de séries, tout ça. À très vite. Salut à tous.